en voile, il faut bien comprendre, c'est qu'on évolue comme dans un milieu qui est fluctuant, difficilement prévisible, et c'est quasiment impossible de ne pas faire d'erreur. Le vent, il bouge, tu joues avec lui, des fois tu gagnes, des fois tu perds, et on dit souvent, pour gagner une course, il faut faire le moins d'erreurs possible, et il faut en faire moins que le second. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Aujourd'hui, le podcast Pause vous emmène en mer avec l'un des marins les plus talentueux de sa génération. Et c'est en live, à l'événement Change Now, que j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode. Pour mon invité d'aujourd'hui, la navigation est une affaire de famille, une passion transmise de père en fils. Jeune prodige de la voile, il effectue sa première traversée transatlantique à seulement 6 ans. Et tombe amoureux de l'univers marin, obtient son premier titre de champion de France d'optimiste à 14 ans. Un palmarès qui ne cesse de grandir avec les années, mais c'est sa victoire sur le Vendée Globe en 2013 qui se charge de le faire connaître au grand public. Ce qui est peut-être moins connu, ce sont ses talents d'entrepreneur qu'il a développés en fondant Mer Concept, qui opère une démarche de transfert technologique entre la course au large et la mobilité maritime afin de contribuer à la décarbonisation du transport. Le temps d'une pause, celui que l'on surnomme, ça va le faire sourire, le petit prince des océans, l'homme des records, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Mozart de la voile, nous emmène dans les coulisses de son parcours incroyable en évoquant le quotidien d'un navigateur, de sa passion, de ses peurs, de ses risques pris, de ses échecs, de ses réussites passées et de ses projets à venir. Bonjour François Gabard. Bonjour. Comment tu vas ? Bien. On le voit souvent chez Pause, on voit que ce que tes parents et tes grands-parents vont te transmettre va être essentiel dans le futur, puisque là, c'est ton papa qui va transmettre cet amour, qui lui-même, cet amour de la voile, de la mer, a été transmis par Papy Pomme. C'est ça, hein, c'est ton grand-papa. C'est en effet paternel. Donc mon grand-père paternel faisait de la voile, aimait beaucoup les bateaux, et ça c'est aussi important, on en reparlera peut-être, mais il y a la mer, et il y a aussi l'objet, le bateau. Il aimait le construire, en fait, ouais, c'est ça. Mais mon père ou mon grand-père sont des bricoleurs. Ils adorent construire, donc mon grand-père construisait des petits bateaux en bois, il en a construit pour mon père qui lui-même en a construit, donc il y a vraiment cette passion aussi de l'objet, et en effet donc il y a de la navigation côté paternel et du côté de mon grand-père. Je ne crois pas aux générations au-delà, donc je ne sais pas exactement l'origine et où, comment mon grand-père, là on est Deuxième Guerre mondiale, milieu du XXe siècle, mais voilà, on tombe dans la voile. Et après, mes parents, donc c'est mon père qui amène ça, mais mes parents, eux deux, vont aimer ça, et on va passer beaucoup de temps en bateau. À tel point, et alors là, c'est un élément structurant pour toi, le tour du monde. Je l'ai fait il y a quelques années de ça, et c'est vrai quelque chose qui a été structurant. Pas en bateau. J'ai fait un peu en bateau, un peu en train, un peu en voiture, un peu en avion. Je sais que ça a été extrêmement structurant pour la famille. Toi, ça s'est passé la même chose, t'as 6 ans. Alors moi, j'ai pas fait le tour du monde. Non, t'as fait de l'Atlantique. Mais il n'empêche. Ah oui, mais évidemment. Donc, en bateau. Voilà, l'idée, donc, pour réexpliquer, j'ai 6 ans. Moi, j'ai 2 sœurs, une grande sœur et une petite sœur. Donc, au départ, on a 3, 6, 9. Et donc, mes parents décident de prendre une année sabbatique et de vivre 1 an avec leurs enfants en bateau. Donc, on va pas faire un tour du monde, on va faire un tour de l'Atlantique, une traversée de l'Atlantique. 2 traversées, un tour dans l'Atlantique Nord. Et oui, évidemment, c'est un moment qui est hyper important. Alors, dans nos vies à tous, pour mes sœurs, pour mes parents, je pense que c'est hyper important. Et alors, évidemment, quand après, derrière, ça devient ton métier, ta passion, etc., on peut imaginer que c'est assez structurant. Dans ton livre, qui s'appelle Rêver large, il y a un passage où tu expliques le départ. Quand avec tes 2 parents vous prenez ce bateau qui s'appelle Pescavel, oui. Donc qui veut dire poisson volant en breton, et tu te retrouves là-dedans et tempête. Au départ, c'est comme ça que ça se passe. Et là, comment tu te souviens, ou est-ce que c'est des images que tu as encore de tes 6 ans quand tu es dans ce bateau, dans cette tempête? C'est intéressant parce que tu sais, quand tu as à cet âge-là, 6-7 ans, tu as des souvenirs. Il y a un mélange de souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont déjà de l'ordre assez physique, en fait. T'as pas des souvenirs extrêmement
millimétré, tu vois, il y a des petits bouts par-ci, par-là. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que je suis certain, par contre, que les odeurs, les ambiances, les mouvements, enfin, tout ce qui est de l'ordre vraiment un peu charnel, physique, ça, tu l'enregistres énormément. Et je pense, on a tous vécu un moment extrêmement agréable, positif. Et oui, je pense que ça nous a tous marqués. Alors après, il y a vraiment l'élément voile qui vient se rajouter par-dessus, mais alors a posteriori, oui, je me dis oui, enfin ça paraît un peu évident, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est plutôt une ambiance en fait où on se sent à l'aise et toute la famille aujourd'hui sur un bateau. Dis-moi, oui, justement, tes deux sœurs. Elles font pas de bateau, c'est pas leur métier. Elles en ont fait un petit peu après, mais c'est pas c'est pas c'est pas leur métier, c'est pas leur passion, mais ça n'empêche qu'elles sont toujours très heureuses quand elles sont sur un bateau. Et il y a un truc, je trouve, qui est hyper intéressant dans cette histoire, et justement, mais sur le départ, c'est qu'en fait, alors, oui, évidemment, il y a cette histoire de bateau, j'étais sur un bateau, que c'est un peu une évidence, mais au final, si j'essaye un peu a posteriori, de rationaliser un peu de ça, enfin, d'essayer de voir ce qu'ils nous ont appris, moi, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est, nous, enfants, on s'est pas forcément rendu compte à ce moment-là. Enfin, tu vois, t'es gamin, tu suis tes parents. Enfin, je veux dire, ils te disent, demain, on va aller sur la Lune. Oui, papa, maman, on va sur la Lune. En fait, tu vois, il y a pas tu te rends pas compte de tout ça. Et donc, du coup, tu parles, par exemple, de coup de vent qu'on a eu au départ. Mais nous, gamins, on jouait dans le bateau, on ne se rendait compte de rien. Et je pense que nos parents, ils ont été super forts là-dessus pour de nous préserver de certains doutes qu'ils pouvaient avoir. Et par contre, je pense que je crois qu'on s'en rendait pas compte, mais on s'en est rendu compte dans les années qu'on suivit. C'était pas on part et tout est évident. Il y a évidemment des centaines de personnes dans l'entourage de mes parents qui disent non mais vous êtes inconscients, vous allez partir avec vos enfants et c'est dangereux. Il y a eu 150 000 raisons de pas partir et ils l'ont quand même fait. Au final, à la fin, on est content. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que du coup, moi, ce que je retiens en tant qu'adulte des années plus tard, c'est se dire finalement, quand tu as quelque chose dans les tripes et que tu as envie de le faire, tu le fais, que ce soit du bateau, peu importe, on s'en fout, mais vas-y, quoi. Autre point important, quand tu as 6 ans, on parle souvent de bucket list. Le bucket list, c'est quand tu grandis, tu as une liste où tu dis je veux faire absolument ça avant de partir. Donc, en gros, soyons positifs, mais des choses, tu dis il faut que j'ai pas ces regrets-là. Et beaucoup d'entre nous, on peut vivre avec certains regrets, il faut essayer de les sortir. Toi, quand à 6 ans, tu traverses l'Atlantique, ce qui est un rêve de plein de gens, faire un tour du monde, tu attends souvent 40 ans ou 30 ans ou 50 ans, parfois tu ne le fais jamais. C'est quoi la bucket list ? C'était quoi le rêve que tu avais quand tu étais à 7 ans, 8 ans, 9 ans, après avoir déjà connu ce nirvana-là à 6 ans ? Je sais pas à quel âge tu commences à faire ce genre de liste. Plus tard. Mais plus tard, et non, en tout cas bien plus tard. Je j'ai pas le souvenir. Et c'est vraiment, il y a pas de juste après. C'est juste un espèce de truc de continuité naturelle, d'être bien sur un bateau, d'aimer ça, derrière de faire de l'optimiste, commencer la compétition. Mais à aucun moment je me dis c'est sûr c'est ça que je veux faire plus tard. Tu commences la compétition très jeune, poussé par ton papa. Plutôt. Ouais. On le voit, souvent les grands champions comme toi, ils ont souvent été poussés. La grande difficulté en tant que papa, moi je suis papa donc je me pose la même question, tu sais, c'est comment tu encourages tes enfants à faire quelque chose, tu les accompagnes, alors des fois tu les pousses un peu mais sans, enfin tu vois, c'est ce subtil mélange de pousser un peu mais pas de pousser à contre-gré. Comment tu vas faire avec tes enfants ? Je sais pas. T'en as 3 ? Justement c'est se dire de les accompagner là où ils veulent aller. Parfois, oui, évidemment, faut un petit peu les aider. Mes parents, ils étaient super bons. C'est justement cette capacité à t'accompagner, mais ils m'ont jamais... Jamais forcé ? Non, jamais forcé, jamais aussi, ce qui est un grand classique dans les parents de sportifs, ils ont évidemment probablement vibré avec moi sur mais ils n'ont pas voulu choses. être... Non, il n'y avait pas ce côté de vouloir... J'ai pas réussi, donc je veux... Et ça, c'est très très fréquent, et c'est pas si simple que ça. 14 ans, tu es champion de France d'optimiste. 16 ans, champion de France de motte Europe. Pour ceux qui optimistes, beaucoup de gens connaissent peut-être le motte un peu moins. Mais parlons études un instant. Tu as toujours été un très bon élève. Donc après ton bac, tu vas faire des études d'ingénieur. Donc tu es un ingénieur à l'INSA à Lyon. Et là, tu prends l'INSA parce qu'il y avait une section sport de haut niveau, c'est ça. Et là, tu avais ce rêve-là qui n'a pas été réalisé, qui était de faire les Jeux Olympiques en tornado. À quel moment tu réalises que tu n'as pas le niveau ? Ça s'opère en 2005. Donc j'ai 22 ans
Et donc j'avais en effet donc je fais ce voyage en bateau, comme tu dis, je vais faire du dériveur. Et en dériveur, en petit bateau, en voile légère, le Graal, en effet, c'est les Jeux Olympiques, c'est l'épreuve majeure. Et j'avais vraiment ça en tête. La course au large, c'était une espèce d'inspiration lointaine, mais c'était pas du tout ni mon écosystème, ni mon environnement. Et il y avait absolument aucun moment à 10 ans, je me disais, je veux faire de la course au large. C'était vraiment l'olympisme, le dériveur, le petit bateau. Et en effet, donc, l'objectif, c'était c'était le maximum. C'était les jeux. Et donc, je commence à faire vraiment du haut niveau en rentrant à l'INSA, donc à 17 ans. Et donc, je vais faire une préparation olympique, donc 4 ans. Grosso modo, je commence un tout petit peu après Sydney, là, en 2001. 2002 peut-être, et je vais arrêter donc après les Jeux d'Athènes en 2005. Et en fait, c'est assez... alors, c'est à la fois difficile, parce que tu t'arrêtes quelque chose. En plus, moi, je faisais du tornado, donc c'était en équipage, enfin, on était 2. C'était un projet à 2. Ouais, bien sûr. C'était mon meilleur copain. C'était à la fois, on faisait du haut niveau. Romain, ouais. C'était... ce qui est... On commençait, en fait, on était étudiants, amateurs, on gagnait pas notre vie à faire ça, mais on le faisait avec un niveau de l'ordre du professionnel. Donc, tu vois, il y avait ce mix de copains, d'ambition sportive très élevée qui pourrait s'apparenter à du professionnalisme. Et du coup, arrêter le projet olympique, c'était arrêter cette histoire ensemble. 2005, en fait, c'est la fin de mes études aussi. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Ce qui est assez normal à cet âge-là, en fait. C'est quoi, ça va être quoi mon métier? Donc, t'es pas sélectionné à Athènes, ce que tu dis, en 2004, t'es pas sélectionné. Athènes, ce qui était assez logique. Et dès le début, on savait c'était compliqué. C'est long et compliqué d'atteindre ce niveau-là. Et sur le bateau sur lequel on naviguait, la moyenne d'âge était assez élevée. Donc, c'était plutôt 30-40. Donc, on savait de toute façon que c'était un long chemin et que c'était sur 2 ou 3 Olympiades. Et moi, en fait, la bascule, c'est se dire, mais est-ce que je peux vivre de ça, de l'olympisme, et qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Et en fait, j'avais dans les années précédentes un tout petit peu, je disais même, c'était pas vraiment dans mon écosystème, j'avais un tout petit peu titillé la course au large sur le Tour de France à la voile. J'ai fait des nuits en mer. Et en fait, là, ça m'a complètement attiré. J'ai été vraiment aspiré par ça. Et il y avait en effet ce besoin de liberté, ce besoin d'aller au-delà de l'horizon, d'aller... j'avais vraiment... La nuit sous étoiles. Je vais pas dire à mon insu, mais en fait, c'était plus fort que moi, en fait. C'était vraiment quelque chose qui me fascinait, qui m'attirait, qui a grandi donc, à cette période-là. Je pense que, mine de rien, le Vendée Globe 2004, que j'ai vraiment suivi en tant que spectateur, c'est peut-être la première fois où ça m'a vraiment scotché. Qui gagne en 2004, tu t'en souviens? Oui, c'est Vincent Rioux. Contre qui je vais naviguer après. Pendant quelques années. C'est là où 2005-2006 où tu vas travailler sur des équipages? Ouais, j'aime bien le dire parce que c'est hyper important, je pense, justement dans le parcours. Parce que j'ai 22 ans, 23 ans. Et entre 2005 et 2008, mon premier sponsor, la première fois que je suis vraiment professionnel, c'est avec le projet Espoir Région Bretagne, avant la Massif. C'est vraiment là. Avant, je vais faire des petites piges à droite, à gauche, mais grosso modo, Et qui est la personne qui te fait confiance à ce niveau de ce sponsor? Projet Espoir Région Bretagne, c'est vraiment comme une espèce de sélection, et donc il y a tout un jury. Et c'est la région donc Bretagne. C'est la région Bretagne, ouais. Et par contre, j'aime bien le dire parce que souvent on l'oublie et on me dit tout a été facile, etc. J'ai eu vachement d'enchaînements derrière assez extraordinaire, mais 2-3 ans où tu veux faire quelque chose mais tu n'y arrives pas. T'as pas les moyens. C'est très très long. Quand tu as 22 ans, c'est une éternité. Et en fait, je pense que c'est pas alors c'est à la fois une période géniale parce que je vais faire un petit peu de course sans vraiment par petits bouts, sans avoir mon propre projet, sans gagner ma vie, sans faire mon métier, alors que tous mes copains, ma copine de l'époque, mon entourage travaillent, ils bossent et tout, et puis c'est là, mais François, t'es bien gentil avec ton truc, tu vois, c'était un peu le rêve, et en fait je pense que ça s'est renforcé à ce moment-là, et c'est hyper intéressant. Et si j'ai un message, si jamais il y a des jeunes de 22 ans qui ont envie et qui n'y arrivent pas, c'est pas grave de chercher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et de galérer un tout petit peu, parce que franchement j'étais pas dans la galère, c'est hyper important. Je te lis: ces années difficiles où je rame comme rament beaucoup de jeunes marins ne sont pas des années creuses, car je les remplis avec une énergie de tous les instants. Ce ne sont pas non plus des années noires, car il y a de l'entraide, de la fraternité, de l'accueil.
Aujourd'hui, ça donne envie d'en faire autant pour ceux qui se lancent avec un cœur gros comme ça, avec une naïveté heureuse de vivre, avec un enthousiasme tout neuf. C'est exactement ce que tu me dis là. C'est en gros, globalement, avec un peu de recul, sur le moment, c'est quand même, soyons clairs, hein, c'est dur. Mais oui, c'est dur parce que forcément, il y a plein de doutes. Enfin, tous les jours, tu dis, est-ce qu'il faudrait pas que j'envoie un CV, entre guillemets, normal et que j'aille travailler comme ingénieur, peut-être dans une boîte proche de la voile ou de la course au large ou de la mer, mais voilà, quelque part, abandonner cette idée d'être marin professionnel. Et là, tu rejoins un autre groupe qui fait beaucoup pour les marins, le programme Skipper Massif en 2008. Comment tu es sélectionné ? En fait, je vais faire 2 processus de sélection. Donc, premier processus de sélection région Bretagne. Je vais faire pendant 2 ans du Figaro. Et après, donc, j'ai cette nouvelle sélection. Et grosso modo, faire très simple. La première, c'était vraiment pour les jeunes. D'ailleurs, c'était pour les moins de 25 ans. Et la deuxième massif, il fallait déjà avoir fait le Figaro. Ouais, c'était un peu la marche au-dessus. Et l'objectif, c'était d'essayer de gagner le Figaro. Non, mais c'est des interviews, c'est les meilleurs. Ouais, donc c'est une sélection sur dossier d'abord. Et puis après, je crois qu'on se retrouve, on est 5 finalistes. On se retrouve à La Rochelle. On a une semaine de régate, enfin 3-4 jours de régate. Donc ça, c'est sur l'eau. Et après, une journée d'interview. Donc là, c'est avec des gens de la Fédération française de voile, des gens de l'assurance, de la mutuelle. Et là, c'est comme un entretien d'embauche quelque part. Enfin, on avait un espèce de petit oral où je pense qu'on présentait notre projet sportif. Puis après, système de questions-réponses. Et combien ont été sélectionnés sur les 5 ? Il y en avait qu'un seul. Oh là là. Un seul. Donc pression. Ouais, il y avait de la pression. Donc ça se passe. Ils ont bien choisi, on peut les remercier, parce que tu termines 2e de la Transat Jacques Vabre en 2009. Même chose sur la solitaire du Figaro. On arrive en 2013. Je disais au préalable, c'est là où le grand public va te connaître, parce que on va pas dire que c'est la plus grande course, le Vendée Globe, mais en tout cas, c'est la course qui inspire certainement le plus de personnes, parce que c'est une course en solitaire, parce que tu fais le tour du monde, parce que les conditions sont extrêmement difficiles, parce qu'il y a eu chaque 4 années une histoire incroyable, souvent entraide entre un marin qui va se détourner, on en a beaucoup d'exemples, qui va perdre potentiellement son classement ou qui va pour aider l'autre, donc des images qui nous reviennent à tous et à toutes. Là, on découvre, c'était ça que tu voulais gagner. Quand on revient quelques années avant, quand tu dis je veux faire la course au large, tu me parlais dans 2004. Ouais, mais je pense qu'en effet, c'est ça que tu voulais. Le Vendée Globe m'a vraiment toujours attiré là. De partir de 2004, c'est vraiment quelque chose. Quand je parle de la course au large, alors oui, il y a le Figaro parce que c'est par là qu'on y accède, mais vraiment en ligne de mire. Enfin, il y a ce Vendée Globe, cette course autour du monde en solitaire, c'est quelque chose qui m'attire. Et alors c'est assez rigolo parce qu'on parlait juste avant de cette sélection massive en Figaro. Moi, quand je présente mon projet justement devant les gens de la Massif pour faire pendant 2 ans du Figaro, moi je représente un projet Vendée Globe à long terme. Et je m'en souviens d'ailleurs très bien. À la fin, tu sais, quand je sais plus exactement comment ça se passe, c'est grosso modo quand tout le monde fait son truc, puis après on revient. Et là, je sens, ils me disent, mais là, tu ne parles que du Vendée Globe. Ouais. Je me dis, mince, j'étais peut-être hors sujet. Et en fait, c'est peut-être ça qui les a intéressés. Ouais, je pense que le fait d'avoir une perspective lointaine, ambitieuse, mais pas non plus complètement derrière. Parce que je disais pas que j'allais le faire en 2012-2013. C'est juste, j'avais cette envie de faire le Vendée Globe. Et je pense que ça les a intéressés en tout cas. Et il y a quelque chose d'important parce que c'est vrai que passer du Figaro à l'IMOCA, au Vendée Globe, là il y a quand même une grosse marche. Et je pense que très rapidement, je suis sélectionné donc en Figaro et je leur dis direct à la Massif, je leur dis mais c'est super votre projet de détection, génial, merci. Mais ça ne marchera, parce que c'était le début de cette détection, ça ne fonctionnera et ça ne marchera que si les marins qui passent par votre processus de sélection, alors certes ils gagnent le Figaro, c'est génial, mais surtout, et ce qui est le plus important, c'est que derrière, ils aient justement l'accès au projet qui leur fait rêver. Et donc moi, c'est le Vendée Globe. Et du coup, je leur dis, mais donc aidez-moi. Moi, je suis jeune, j'ai pas de réseau. Vous êtes justement une grande assurance mutualiste dans l'économie sociale et solidaire, dans la finance, dans la banque. Vous avez plein de contacts, carnets d'adresses. Aidez-moi. On va faire 2 ans ensemble. Je vous promets, je vais tout faire pour essayer de gagner le Figaro et faire un super projet. Et aidez-moi à faire le Vendée Globe. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, au bout d'1 an, on fait un peu le bilan et eux, dans leur tête, ils se disent en fait, nous aussi, on a envie de le faire, le Vendée Globe. Donc, et c'est comme ça que ça se passe. Novembre 2014, c'est la Route du Rhum en IMOCA. Tu bats le record du Tour du Monde en solitaire en 2017. Je sais que tu les attends, ces pauses amicales. Je te propose la première pause amicale. Le principe est toujours aussi simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise.
On l'écoute. Hello François, c'est Tom. Écoute, j'ai une question pour toi par rapport à cet exercice de tour du monde en solitaire. On sait que c'est quelque chose d'engagé, on sait que c'est quelque chose de particulier par rapport à notre vie de tous les jours, que c'est pas anodin. Et donc ma question c'est, est-ce que ces tours du monde t'ont changé ? J'imagine que oui. Et dans ce cas, comment ces tours du monde t'ont changé ? Comment ils ont changé ta personnalité, ta façon de voir les choses, etc. Eh bien, merci pour ta réponse et à très vite. Question d'un autre skipper de talent, jeune, on en reparlera tout à l'heure, Tom Laperche. Qu'est-ce que ça a changé chez toi ? Il y a un avant et un après ? Oui, évidemment. Souvent, je dis ça et je le pense vraiment, la course au large et peut-être encore plus un tour du monde. En solitaire ? En solitaire, alors je ne l'ai jamais fait en équipage. Tout à fait. J'aimerais bien le faire et probablement que ça doit être... il doit y avoir des similitudes. Je t'en parlerai quand je l'aurai fait. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de condensé d'émotions très fortes que tu vis dans une vie normale. C'est-à-dire que tu vas vivre des choses d'une intensité qui sont incroyables et que, en effet, on va dire dans une vie, la vie qu'on a à terre, ça t'arrive au lieu de ça t'arrive toutes les 5 minutes, toutes les heures, ça va t'arriver tous les 3 mois, les 6 mois ou tous les 10 ans. Et donc j'ai l'impression que comme la vie nous change et nous fait apprendre, progresser, enfin je l'espère, je suis assez optimiste, mais j'espère qu'en grandissant on progresse. J'ai l'impression que ces petits moments de vie qui sont condensés, ça nous apprend, en fait, ça nous apporte beaucoup d'expérience. On vit plein de choses. On vit, en fait, et je pense que c'est important de parler d'émotions. On vit des émotions d'une intensité qui sont incroyables. Et vivre ça, donc c'est l'expérience de la vie. Oui, je pense que ça te change. Bien, pas bien. Alors j'espère, oui, parce que je suis positif. De la même façon que je pense que grandir dans la vie nous fait évoluer d'une manière positive. Je pense que quand on a la chance de vivre ces émotions, ces expériences, ces galères, ces moments de joie, ces moments de bonheur, ces moments de difficulté, tu ressors un peu plus... Alors j'ai envie de dire peut-être pas plus grand, mais plus vieux, quoi. Tu vois, plus sage. Ouais, j'espère, parce qu'en effet, j'ai cet optimisme de penser qu'en vieillissant on devient plus sage, qui est peut-être pas si simple que ça. Et je pense qu'en faisant un tour du monde, il y a un petit peu ça. Tu vieillis, j'espère dans le bon sens du terme. Tu parles de devenir sage. Parfois, on devient sage aussi avec des défaites, avec des échecs. Bien sûr. Tu le sais très bien, c'est pas toujours accepté. On a beaucoup d'amis, je suis sûr que c'est le cas pour toi, qui parfois ont du mal avec ces échecs, ont du mal à les accepter. Toi, il y en a un très fort, très, très important dans ta carrière de marin. C'est la route du Rhum 2018, où là, tu perds, parce que tu perds tes secondes. Mais pas par une journée de différence, ou 10 heures, ou 5 heures. Mais tu t'en souviens exactement le nombre de minutes, de secondes ? Pas du tout, enfin 7 minutes. 7 minutes, voilà. 7 minutes et 8 secondes. Francis Joyon, qui est un exceptionnel skipper, il n'empêche, comment tu le vis, toi qui avais gagné quasiment tout précédemment ? Tu avais fait second aussi, mais là, tu étais quand même sur une trajectoire où tu ne perdais pas. Et là, tu perds pour 7 minutes. Il faut savoir que c'est des heures et des heures et des jours sans dormir. Donc, tu es dans un état de fatigue, de nervosité absolue. Comment tu fais sur le moment et puis une semaine après ? C'est assez marrant, comme je perçois absolument pas ça comme un échec, cette deuxième place. C'est vraiment... Et je pense, j'ai vraiment cette sensation quelques minutes après avoir franchi la ligne d'arrivée. Et là, donc 4 ans et quelques plus tard, j'ai toujours cette sensation. Alors oui, c'est forcément une déception, évidemment, parce que je suis un sportif, que tu veux gagner, que objectivement j'en étais pas très loin. Donc c'est assez légitime de dire que tu pouvais espérer gagner quand tu arrives si proche du premier. Et quand j'étais en effet en tête pendant quasiment 6 ou 7 jours, enfin quasiment l'intégralité de la traversée. Mais non, en fait, je vraiment c'est pas, même non, sur le moment, non, maintenant c'est pas un échec. Parce qu'en fait, si tu refais alors ce qui veut pas dire que c'était une course parfaite, évidemment que non. Ça veut pas dire qu'on n'a pas fait des erreurs ou qu'on n'aurait pas pu mieux faire. Et je dis, moi pendant parce que la c'est course, ton équipe, hein. Et nous en amont avec toute mon équipe pour préparer cette course, évidemment. Mais en fait, donc faut resituer. On prend le départ de la route du Rhum. Je fais partie des favoris, mais vraiment pas que, et pas forcément le favori. Donc, j'espérais, je venais
battre le record du Tour du Monde. Évidemment, je venais là pour essayer Pour gagner. Mais j'étais absolument pas le favori. Il y avait d'autres bateaux, dont Gitana à l'époque, qui était un nouveau bateau qui allait vraiment vite. Donc je savais qu'à l'entraînement, je m'étais entraîné contre justement ce bateau, qui pour moi était vraiment un peu au-dessus du lot et qui était le favori. Et en fait, donc on fait le départ de la course. Donc la route du Rhum, c'est Saint-Malo, la Guadeloupe, en solitaire. Et dans la Là, t'as une avarie. nuit, Là, t'as une avarie dans la première nuit. Plein, en fait. J'en ai 2 la première nuit, 2 le lendemain. Oui, mais Et tous mes adversaires, enfin, une grosse partie de la flotte est décimée. C'est-à-dire que donc Gitana abandonne, Banque Populaire se retourne, abandonne, Sodebo casse, s'arrête. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Il y en a beaucoup. Mais bref, il y a décimé. Donc moi, par contre, vous n'êtes plus que 2 à la fin. Vous n'êtes plus que 2. Moi, je me retrouve avec un safran cassé, un foil cassé. Et vraiment, je me pose vraiment la question au large du Portugal, au bout de 2 jours de course, est-ce que je m'arrête? Est-ce que je prends des risques à traverser l'Atlantique avec un bateau dans ces conditions-là? Donc je me pose la question et puis je me dis, ah non, je le sens, je pense que ça peut le faire. En tout cas, que je prends pas de risque parce que j'ai aussi la responsabilité en tant que skipper, la responsabilité du bateau. Et je me dis, non, ça peut le faire. Et voire même, je me rends compte au bout de quelques jours, quelques heures. À ce moment-là, je pense vraiment pas que c'est possible de gagner. Et au bout de quelques heures, t'es quand même premier, t'es quand même premier à ce moment-là. Mais tu vois, avec un bateau qui commençait à taper. Vraiment, et au bout de 2-3 jours, je suis en tête et je me dis, non, mais c'est possible, ça va être serré. Et par contre, je pense que quand il y a peut-être le public ou les gens qui suivent la course se disent, ah bah là, il est devant et c'est facile. Moi, je sais que j'ai un bateau qui va qui est un peu abîmé, et que derrière Francis Joyon, même s'il a un bateau qui est plus âgé. Il va revenir. Donc en fait, pour moi, il faut traverser l'Atlantique, essayer de ramener le bateau à bon port. J'arrive en Guadeloupe en tête donc ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un tour de la Guadeloupe. Et c'est là. Pour moi, arriver en tête, c'est déjà incroyable. Et puis voilà, et puis après, sur le tour de la Guadeloupe, il y a un vent qui est. Faut comprendre qu'en fait, on passe derrière une montagne, la Soufrière. La Guadeloupe est quand même une île avec pas mal de relief. Il y a du vent qui est. Donc là, tu te retrouves en régate, là. Tu te retrouves un plan d'eau, sur un plan d'eau, comme à l'époque, quoi. Et tornado. Voilà, et puis des fois, je le sais très bien, parce que des régates, j'en ai fait un paquet par le passé. Et puis des fois, tu joues, des fois, tu perds. C'est le jeu. Et donc voilà, et j'ai vécu un moment d'une intensité. Encore une fois, j'aime bien parler de l'intensité des émotions, de l'intensité de ce qu'on vit. Encore une fois, je dis pas que j'ai pas fait d'erreurs ou que évidemment à chaque fois, mais même j'ai gagné plein de courses où tu fais des erreurs. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois justement il faut débriefer et voir ce qu'on peut améliorer, etc. Mais en effet, je reviendrai au même endroit dans la même situation. Alors oui, si tu sais exactement ce qui va se passer dans un vent instable, etc. T'essayes de changer quand même. La même chose. Mais non, j'ai pas tant de j'ai pas de regrets. J'en profite pour justement pour nos auditrices et nos auditeurs poser pas mal de questions que les gens peuvent se poser là-dessus. Premièrement, c'est quoi une routine? Donc dans cette course au large, quand évidemment c'est pas la même routine quand t'as le Tour du Monde où t'as un peu plus de temps, là quand c'est une rapidité, c'est une course, c'est une course de rapide. Pour nous, donc tu dors, tu dors combien de temps là cette semaine-là? Tu dors combien de temps? Alors je me souviens plus sur la route du Rhum et sur le Tour. On dort pas beaucoup. Mais c'est quoi pas beaucoup? Pas beaucoup. Alors sur le Tour du Monde, la 2017. J'avais vraiment un bouton, dès que je m'endormais, j'appuyais sur un bouton, dès que je me levais, j'appuyais sur un bouton. Et j'ai dormi en moyenne 3h15 sur 42 jours de vrai sommeil. Alors il y a des moments par contre, tu sais, où tu peux t'asseoir, il y a des moments où faire la sophro, où tu as encore une partie de ton cerveau qui analyse, etc. Donc ça je le compte pas et pourtant tu peux récupérer à ces moments-là. 3h15, c'est pas beaucoup et c'est pas assez. Hein. T'es un peu assez. À la fin, t'es cramé. Que personne ne fasse ça. T'es cramé, c'est pas bon pour la santé. C'est que tu dis, t'as vieilli. C'est là où tu dis, oui, t'as vieilli plus rapidement là. Oui, exactement. Tu grilles un peu des neurones dans tout ça. Hein. Et sur la semaine et sur la route du Rhum, j'imagine. Même chose. Un peu moins, un peu moins que ça encore. L'alimentation. Ouais. C'est même chose, c'est 3 fois par jour, 2 fois, c'est des bars. Du coup, vu que après chacun a un peu ses habitudes. Moi, j'essaie vraiment de garder un peu la base du rythme qu'on peut avoir à terre, c'est-à-dire un petit déjeuner, un déjeuner au milieu de la journée, un dîner le soir. Et évidemment, vu que tu dors pas beaucoup, il y a des moments comme si tu fais la fête la nuit, si tu fais une nuit blanche, souvent à 4h du matin, t'as faim, et c'est un peu pareil sur un bateau. Si jamais tu fais ton dîner le soir, mais que t'arrêtes pas de manœuvrer, tu dors pas. Dans la nuit, donc voilà, t'as plus d'encas, surtout qu'on fait du sport. Il y a toujours une question G, c'est un peu comme l'équitation.
entre le cheval et le sportif qui va être sur le cheval. Quelle est, selon toi, quand tu regardes avec un peu de recul, la part du bateau et la part du pilote, du skipper aujourd'hui? Est-ce que ça peut arriver de dire bah non, c'est facile, hein, François, il a le meilleur bateau du monde? Donner un pourcentage extrêmement difficile. Donc évidemment, le bateau, c'est un sport mécanique et le bateau est crucial. Et ce qui est intéressant, c'est également, et alors je ne connais pas très bien la Formule 1, mais j'imagine de manière un peu similaire, mais le bateau, le travail que tu fais sur le bateau, ça fait partie de notre métier de marin, de développer ce bateau et de le faire progresser. Donc de la même façon, on pourrait retourner quelle est la part du marin dans l'état de performance d'un bateau. Parce que du coup, moi, mon métier de marin, c'est évidemment d'être sur l'eau et d'essayer de le faire avancer le plus vite possible, mais c'est aussi d'être en amont dans des discussions avec les architectes pour savoir comment on va dessiner le bateau, d'animer une équipe pour le développer, le construire, le développer. Et tous les marins ont ça aujourd'hui? Plus ou moins. Enfin oui, en tout cas, on a tous une responsabilité dans ce bateau. Et alors plus ou moins, avec plus ou moins des appétences, parce qu'on a forcément des compétences qui sont toutes différentes. Et donc il y a des gens qui vont peut-être être plus, tu vois, pour faire un peu des généralités, mais grosso modo, tu vois, pour faire tourner un projet, il faut des techniciens et des ingénieurs, il faut aussi des commerciaux, parce qu'il faut aussi une partie commerciale pour aller chercher un sponsor. Et donc du coup, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus sur la relation avec le sponsor, il y en a d'autres qui sont plus sur le bateau, mais c'est hyper important. Et moi, c'est quelque chose et j'en parlais tout au début. Je dis, je suis amoureux de la voile, mais je suis vraiment aussi amoureux des bateaux. L'objet qui est un bateau, je trouve ça magnifique et j'aime cet objet. J'y attache beaucoup d'importance parce que je trouve que c'est pas un objet quelconque, justement. Quand tu vis des choses avec tu fais un couple aussi avec un bateau. C'est-à-dire que, alors peut-être encore plus pour le coup quand tu es en solitaire, quand tu es tout seul avec un bateau, quand tu es en équipage, tu as aussi d'autres humains avec toi, donc du coup tu as toujours besoin de créer des liens et tu as cette énergie humaine qui est avec toi. Mais quand tu es tout seul, du coup il y a vraiment une connexion qui se fait avec le bateau. Et de la même façon, quelle est la part du bateau et du skipper, et après quelle est la part de l'adéquation du bateau avec son skipper. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple même de la voiture, y a peut-être des voitures qui sont intrinsèquement très très performantes, mais qui sont adaptées à un style de pilotage, et donc qui sont plus ou moins adaptés. Et donc pour les bateaux, c'est pareil. Il y a des bateaux qui sont adaptés à un marin, et donc faut arriver à trouver, alors toi bon en tant que marin, créer un bon binôme avec ton bateau, et puis après il va avoir un bon bateau. D'ailleurs, tu le disais, tu dis pour être un skipper aujourd'hui, il faut être scientifique, sportif, vendeur, DRH. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que les gens pourraient imaginer que tu vas sur un bateau, tu es très grand sportif, tu es un athlète et tu es un très bon marin, et tu y arriveras. En fait, tu te rends pas compte que tu as beaucoup de choses en amont et en aval. Trouver le sponsor et même construire ce bateau-là. Je vais te proposer une autre pause amicale. Salut François. Tout le monde admire les sportifs hors pair, l'entrepreneur unique sur le paysage français, mais c'est l'homme derrière tout cela qui est encore plus incroyable, un meneur d'équipe extraordinaire avec un humour à toute épreuve. Je n'oublierai pas les jours où, en pleine traversée de l'Atlantique en solitaire, pour informer l'équipe à terre d'une avarie importante, non seulement tu as pris le temps de faire des dessins, mais d'en rajouter des blagues. Tu ne dormais déjà pas beaucoup, la météo n'était pas top, l'avarie était bien là, et bien sûr, tu allais réussir à la réparer tout seul. Mais juste avant, tu prenais le temps de rassurer tout le monde avec ton état d'esprit joyeux. Peux-tu nous dire comment tu fais? Allez, salut! Message de Georgina Grenon, qui est une femme exceptionnelle, directrice de l'excellence environnementale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, comment tu fais pour être si joyeux? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand tu es sur le bateau, alors il y a des moments qui sont critiques, etc. Mais en effet, on a une équipe à terre qui est un peu en stand-by. Combien de personnes d'ailleurs à terre à ce moment-là? Aujourd'hui, il y a autour d'un trimaran ultime, il y a on va dire une vingtaine de personnes qui travaillent sur le projet. Et il y a 2-3 personnes qui sont vraiment en veille permanente. Tout le temps. 24-24, qui sont... qui auraient de la météo, qui te conseillent. Qui sont vraiment derrière. Et puis après, il y a toute l'équipe technique qui peut être amenée à être appelée si jamais il y a un souci sur un élément pour nous aider à le réparer. Donc on n'a pas le droit. Enfin, ça dépend des courses. Des fois, on peut s'arrêter
et avoir l'équipe qui intervient sur le bateau pour nous aider à réparer. Puis il y a certaines autres courses, comme la route du Rhum par exemple, où si la route du Rhum, tu peux faire une escale. Mais bon, en général, bref, il y a des moments où le Vendée Globe, par exemple, tu n'as pas le droit d'avoir de l'assistance physique. Par contre, tu as le droit d'envoyer une photo justement de ce qui est cassé et demander mais c'est toi qui dois le réparer. Et par contre, c'est toi physiquement qui dois le réparer. Et j'ai déjà vécu un tout petit peu. Je sais que c'est pas simple quand tu es à terre. C'est une grosse pression, en fait. Tu es un peu... t'es passif et t'es pas dans l'action, donc c'est pas simple de suivre le bateau. Et alors je me souviens plus exactement de la situation, mais voilà, je pense qu'en effet, à un moment donné, quand tu échanges avec ton équipe à terre, alors déjà tu essaies de les rassurer quand tout va bien, et puis quand il y a quelque chose qui est cassé, etc., faut arriver à recontextualiser, etc., pour eux leur faciliter la vie, pour aller chercher la bonne info, la bonne personne. Et je sais plus exactement, mais grosso modo, c'est quand même assez important de bien... parce que finalement, ça fait partie du jeu, et du jeu donc, d'équipe, c'est d'essayer de se mettre aussi à leur place à terre. Je dis pas que je le fais bien tout le temps, hein, mais essayer de se mettre à leur place pour se dire ils vont avoir besoin de quoi comme élément, comme information, pour arriver à t'aider. Et toi, là, tu parlais de rassurer. Est-ce que c'était arrivé souvent, un moment où toi, tu n'étais pas rassuré? Où tu t'es dit, là c'est chaud? Des doutes, t'en as en permanence, et c'est assez sain. Il y a un ou deux moments. En tout cas, je pense à un moment, si je dois en illustrer un. C'était sur le Tour du Monde en 2017, où je suis vraiment, c'est pour le coup, aux antipodes de la France, c'est-à-dire au début de l'océan Pacifique. Tu sais, il y a ce point Nemo, je sais pas si donc le point Nemo, c'est le point sur les océans qui est le plus éloigné de toutes les terres, et donc qui est à peu près dans l'ouest Pacifique. Et là, j'étais entre le point Nemo et l'Antarctique. Donc en l'occurrence, la terre la plus proche, c'est l'île de Pâques, non? C'était l'Antarctique. Ah oui, d'accord. Donc grosso modo, il n'y a pas grand monde pour venir te porter assistance si tu as un souci. Et donc j'étais assez sud, et faut bien comprendre, c'est que là c'était en record pour faire le tour du monde le plus rapidement possible. Plus tu descends sud et plus tu passes à ras de l'Antarctique, moins tu fais de chemin, plus tu vas vite. Il y a des icebergs, il y a des glaces. Donc on se met une marge un peu de sécurité. Alors depuis quelques années, dans le cadre des courses, on a des zones interdites. L'organisation, la direction de course définit des zones où il y a un danger d'iceberg assez important et on n'a pas le droit d'y aller. Et il y a plein de moments où les bateaux longent cette zone, mais quand tu es en record, c'est toi qui te la fixes, cette zone-là. Donc il y a une notion, tu vois, de risque et qui est pas simple à définir. Et on avait, avec la cellule de routage donc, qui m'accompagnait dans ce tour du monde, on s'était fixé, nous, notre propre limite, quoi. Et donc j'étais vraiment arrivé à cette limite. Mais je ne pensais pas, je pensais avoir encore entre guillemets de la marge. Je peux pas dire c'était exclu que je vois pas un morceau de glace, mais on était dans de l'eau qui était pas encore trop froide. Enfin bref, j'imaginais pas voir ce gros iceberg. Je m'y attendais pas. Et donc je passe à côté d'un gros iceberg. Et ouais, du coup j'ai été un peu surpris, même si évidemment, tu vois, en connaissance de cause, Jean Panet, je savais que j'étais à la limite, donc voilà, mais ouais, là je me dis waouh, faut pas, parce que alors, grosso modo, le gros iceberg que tu vois, pas de souci, hein, tu le vois, tu passes à côté, c'est pas de problème. Parce qu'il faut bien comprendre le danger, donc c'est un gros iceberg, difficile de définir la taille, mais probablement une petite centaine. Avec les satellites, on arrive à détecter ceux qui font plus de 100 mètres de côté, quoi. Donc, grosso modo, il devait faire à peu près une centaine de mètres. Il n'était pas détecté par les satellites, mais il faisait pas beaucoup moins. Mais ton radar interne avait détecté. Alors, tu peux le détecter au radar, ces gros icebergs, mais après, si tu as un iceberg, il se disloque en petits morceaux. Il faut imaginer des petits morceaux de glace, un morceau de glace grand comme la petite boîte là dans laquelle on est aujourd'hui. Tu vois, et ça, tu tapes ça. Ça flotte entre. Du coup, ça flotte à la surface de l'eau, mais il y a juste un 30% là qui dépasse. Dans les déferlantes, dans la mer, tu les vois pas, et tu tapes un bloc de glace d'1 mètre cube, ce qui va faire 700-800 kilos. Tu tapes, quoi. Tu coules. Des dégâts qui sont assez importants. Donc, là, j'étais pas hyper. Donc tu changes tout de suite de cap. On avait déjà prévu de remonter un peu plus nord pour aller dans des eaux un peu plus chaudes. Et là, là, tu dis bon, faut pas taper, quoi.
Culture de l'effort, tu en parles souvent. Sujet essentiel, selon moi, c'est que pour réussir, il faut quand même y mettre beaucoup du sien. C'est absolument la même chose. Est-ce que toi, tu as vu dans toutes ces années sur la mer des marins brillantissimes qui, tu dis, tiens, il n'a pas travaillé assez. Toi, tu penses que tu fais partie de ces marins qui ont beaucoup travaillé, qui ont dû beaucoup travailler parce qu'ils n'étaient pas forcément nés ou qui n'avaient pas forcément la lignée pour le faire. Comment tu l'as défini, toi, la culture de l'effort? Moi, je suis un gros bosseur et très feignant. C'est-à-dire que explique-moi ça, un gros bosseur sur les sujets qui me passionnent. Mais par contre, sur un sujet qui me passionne, je peux y passer vraiment mes jours et nuits parce qu'il n'y a pas de limite en fait à ça. Par contre, un truc qui ne m'intéresse pas, je vais être très feignant. Et moi, j'ai eu la chance de savoir assez tôt dans ma vie, quand j'étais ado, tu vois, d'être passionné par la voile, donc même sans parler de course au large, passionné par ces petits bateaux, d'y passer beaucoup de temps, de faire donc de la voile olympique avec justement à un âge où à 17-18 ans, tu peux faire la fête et tu as plein de choses à faire et découvrir. Où moi, j'étais déjà dans un esprit de sportif de haut niveau, tu vois, avec tout ce que ça représente, l'investissement en temps. On passait, donc avec Romain, mon équipier de l'époque, on passait des heures et des heures sur l'eau, en déplacement pour faire des régates. Tu vois, je veux dire, tu t'y passes j'y ai passé énormément d'heures, mais c'était du bonheur. Enfin, je veux dire, on était content de le faire. Et encore aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Et sur un sujet qui me passionne, je peux y passer beaucoup d'énergie parce que, en fait, tu t'en rends pas compte que tu passes autant de temps. Tout à l'heure, on parlait dans la route du Rhum de la perfection qui n'avait pas été atteinte. Toi, cette quête de la perfection, c'est une quête que tu as. Tu te fixes cette perfection-là? En voile, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on évolue comme dans un milieu qui est fluctuant, difficilement prévisible. Et en fait, c'est quasiment impossible de ne pas faire d'erreur. Enfin, tu vois, je veux dire, le vent, il bouge, tu joues avec lui, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et grosso modo, on dit souvent, pour gagner une course, il faut faire le moins d'erreurs possible. Il faut en faire moins que le second. Mais c'est difficile, tu peux difficilement, dans cet élément qui bouge, avoir à chaque fois, c'est un jeu, tu joues, tu perds. Donc dès le départ, toi, en fait, dès que tu as commencé à jouer, tu savais ça. Par contre, cette quête d'excellence, oui, elle est indispensable au sport de haut niveau. Dans les moyens que tu mets, tu veux dire, dans les moyens que tu vas mettre. Ouais, c'est une quête quand même, d'essayer d'aller vers l'excellence. En fait, parfois, ce qui va avec cette quête-là, j'aime bien que tu utilises le terme quête, c'est que parfois, pour faire une quête, ça peut être sacrificiel. C'est que globalement, pour atteindre cette excellence ou un objectif, tu dois faire des sacrifices. Et c'est les gens qui te disent qu'il n'y a pas de sacrifice, dis-moi. Choisir, c'est renoncer. De toute façon, la vie n'est fait que de compromis en permanence. Enfin, je veux dire, à tout point de vue. Donc évidemment, quand tu es dans de l'excellence, tu t'approches d'un truc où il n'y a pas beaucoup de compromis, tourné vers la performance, etc. Mais la réalité malgré tout, dans n'importe quel sport et n'importe quelle situation professionnelle, tu ne fais que des compromis tout le temps. Et toi, quel sacrifice tu dis, j'aurais peut-être pas dû celui-là? T'en as un ou tu dis juste, non, il y en a beaucoup? Non, j'ai pas beaucoup de sacrifices. Beaucoup de compromis, mais pas de sacrifices. Des compromis. Ce qui est sûr, c'est que forcément, tu fais à la fois des sacrifices tous les jours. Là, aujourd'hui, je suis avec toi, je suis pas avec mes enfants. Tu as envie, avec tes enfants ou avec ta femme, alors pour le coup, c'est pareil, c'est une quête d'absolu. Ouais. Moi, je veux dire, tes enfants, tu vas être avec eux tout le temps. Et là, aujourd'hui, je suis à Paris et je suis pas avec eux. Donc on est à peu près à la sortie de l'école, là, tu vois, dans pas longtemps. Évidemment. Et alors après, c'est toujours pareil, c'est des équilibres à trouver. C'est-à-dire que si je partais 6 mois, ça irait pas. Et demain, je serai quasiment à la sortie de l'école avec eux. Il y a toujours cette espèce d'équilibre à trouver qui est jamais évident. Et je pense que c'est aussi une quête un peu permanente. Mais non, j'ai pas de gros sacrifices en me disant si je devais refaire les choses. Pas grand-chose. Évidemment, tu t'ajustes un petit peu, etc. Mais la ligne est assez droite. Non. Une autre pause amicale, on écoute, c'est un autre skipper qui t'apprécie beaucoup. Oui, salut François. Écoute, c'est Benjamin Ferré. Je t'envoie cette petite question justement d'un pays que tu affectionnes particulièrement puisque je suis en Norvège. Et écoute, aujourd'hui, moi, je prépare le Vendée Globe sur un bateau que tu connais bien puisque tu as remporté le Vendée Globe 2012 avec ce bateau-là.
Et je découvre aussi à quel point ces projets peuvent te happer et te prendre énormément de temps, d'énergie, d'investissement. Et du coup, je me demandais comment toi, tu gérais justement l'équilibre entre une vie familiale équilibrée et saine et puis la vie de marin et de coureur au large qui te procure des émotions qui sont toujours d'une plus grande intensité. Donc comment tu arrives à mettre en adéquation ces deux choses-là avec ta vie de famille? Voilà. Comment on fait? Je sais pas. Est-ce que j'y arrive? J'en sais pas. C'est pas simple. Tu penses? Ouais, c'est évidemment pas simple, mais alors souvent j'essaie de relativiser. Et c'est important parce que c'est vrai que dans l'imaginaire aussi, on imagine les marins. On part tout le temps. Moi aujourd'hui, justement, dans ma vie de marin, j'avais grandi en me disant une femme dans chaque port. C'est comme ça que j'avais compris. Non, faut pas. Ce qui est assez intéressant, c'est que oui, alors certes, on passe du temps sur l'eau. Et quand t'es sur l'eau, quand t'es en mer, tu t'es de fait pas à la maison. Il y a aussi du temps à terre. Et comme je le dis, des fois à Paris, des fois en déplacement, des fois avec ton équipe, sur des sujets qui sont passionnants. Donc, qui dit passion dit très prenant. C'est quelque chose qui t'anime. Donc, c'est quelque chose que t'as du mal à. C'est pas facile de rentrer à la maison sur un sujet qui te passionne et de couper complètement. C'est vachement difficile. Et donc, non, c'est pas simple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres métiers qui sont aussi passionnants. Et je souhaite tout le monde d'avoir des métiers passionnants. Et je souhaite à mes enfants eux-mêmes d'avoir des passions, à ma femme d'avoir des passions qui les emmènent ailleurs à des moments, même quand ils sont à la maison. Tu verras un de tes 3 enfants, tu lui conseillerais d'être marin? Je conseillerais rien. Je conseillerais de faire ce qu'ils aiment. Ouais. Alors ça c'est sûr. Et de vivre sa passion de manière la plus entière. On a beaucoup parlé de ton côté skipper, côté entrepreneur. On a compris que la base quand même du skipper, c'est aussi d'être entrepreneur, puisque tu as une activité, tu développes un bateau, un projet. Merconcept 2006, très tôt. Aujourd'hui, 80 salariés à Merconcept. Et j'adore, parce que j'adore comment tu l'expliques. Merconcept opère une démarche de transfert technologique entre la course au large et la mobilité maritime afin de contribuer à la décarbonisation du transport. C'est ça que vous faites. Tu nous expliques aux auditrices et auditeurs, c'est quoi aujourd'hui? Je ne parle pas de 2006. Aujourd'hui, c'est quoi Merconcept au quotidien? En effet, c'est devenu une petite PME. Je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe qui est incroyable. Qui, en effet, c'est peut-être pas 80, mais enfin bon, c'est beaucoup de monde. Belle équipe. Plus de 60 personnes en tout cas. Et donc, en effet, on travaille en course au large. Alors, sur les projets qui me concernent, donc aujourd'hui, le trimaran SVR Les Arctiques, mais pas que sur ce projet. On travaille aussi sur l'IMOCA Massif, qui aujourd'hui donc est skippé par Charlie Dalin, qui va donc faire le prochain Vendée Globe. Donc voilà, on a plusieurs projets de course au large. On a été amené à construire des bateaux pour d'autres marins également. Donc voilà, on a une activité dans la course au large, soit d'exploitation de bateaux, c'est-à-dire on développe des bateaux avec des sponsors, on les accompagne sur des courses, et on a donc aussi cette activité de construction de bateaux. Quelque chose qui est peut-être un peu plus nouveau et qui est inscrit dans notre mission, parce que Merconcept, on est une entreprise à mission, et notre mission, c'est justement d'opérer ces transferts technologiques vers le monde maritime. Pourquoi? Parce que on est un sport mécanique, et on est un sport mécanique qui génère beaucoup d'innovation, et on a des sujets de mobilité dans notre société, et je suis convaincu que ce qu'on développe, le savoir-faire qu'on a en course au large, peut contribuer à apporter des solutions dans le monde maritime. J'aimerais bien que tu nous expliques un projet que tu portes et qui est un projet exceptionnel, le projet Vela. Le projet Vela, donc c'est une autre société que j'ai confondée donc en 2022 en partenariat avec Merconcept. Et donc l'objectif, c'est de faire du transport, du fret maritime à la voile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise qu'on soit marin ou pas, on consomme des produits qui transitent en majorité par la mer. 90% des biens qu'on consomme en Europe transitent par la mer. Ça consomme énormément d'énergie fossile. Donc c'est émetteur de CO2. Ça a un rôle malheureusement majeur dans le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, je suis convaincu, et nous sommes convaincus avec toute l'équipe Vela, on est 5 cofondateurs, on est convaincus qu'on peut faire du transport maritime à la voile,
sur des bateaux même 100% à la voile. Pourquoi ? Parce qu'il y a du vent, que grâce si on arrive à capter cette énergie du vent directement sur le bateau, aujourd'hui on peut transporter des palettes, c'est le choix qu'on a fait, transporter des palettes, et sur un bateau on peut transporter quelques centaines de tonnes de marchandises, et donc contribuer à ce transport maritime. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, et on s'inspire de tout ce qu'on peut apprendre de la course au large pour imaginer des bateaux qui sont plus légers, des bateaux qui captent mieux l'énergie du vent, qui sont capables de passer dans la mer, qui sont capables d'éviter les coups de vent. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec Vela. Donc voilà, Vela qui est tout neuf, on cite et on encourage tes cofondateurs, Pierre-Arnaud Vallon, Thibaut K, Charles, Michael Fernandez-Ferry et Pascal Galacteros. Sur ce projet-là, tu as aussi la Course Bleue, qui est une plateforme pédagogique. En fait, tu continues à faire beaucoup de choses. Et là, on va rentrer sur un point. Et là aussi, j'ai envie de comprendre, enfin, nous avons envie de comprendre. Tu parlais tout ça de recherche de sponsors. Tu es un entrepreneur. Les entrepreneurs et tous ceux qui sont ici à Change Now, au bout d'un moment, il faut qu'ils cherchent de l'argent. Il faut qu'ils lèvent de l'argent la plupart du temps auprès d'une banque, auprès d'un ami ou auprès d'un investisseur pour développer leur entreprise. Toi, c'est quelque chose d'assez similaire quand tu es sur la course au large, puisqu'il faut trouver un sponsor. Comment ça se passe, un sponsor ? Tu es allé voir, je te parle de Massif, qui t'a suivi pendant très longtemps, donc respect à eux, qui ont arrêté de te suivre à un moment. Comment ça se passe ? C'est que tu as dû les voir 50, comme n'importe quel entrepreneur, 50 sponsors potentiels, tu as eu 49 portes fermées, il y en a une qui s'est passée. Raconte-nous cette partie-là. C'est dur. Ouais, c'est dur. Plus simple quand tu t'appelles François Gabard, peut-être après quelques années. Alors vraiment, la course large, vendre un projet de course large, c'est difficile. Et alors, j'ai pas les termes commerciaux, mais grosso modo, c'est un taux de transformation qui est assez faible. C'est quoi ? Beaucoup demander. J'ai pas vraiment des chiffres, mais grosso modo, faut beaucoup demander avant d'arriver à transformer. Et alors, j'ai la chance, parce que du coup, je l'ai beaucoup fait en 2006-2007, où j'avais un réseau proche de zéro, c'est-à-dire que je connaissais personne. Alors là, les portes restaient fermées dès le début. Qui est François Gabard ? Bah oui. Exactement. J'ai la chance, parce que j'ai eu à retrouver un partenaire, donc avec ce nouveau trimaran qui donc aujourd'hui s'appelle le trimaran SVR Lazartic. Qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Pourquoi ils arrêtent ? Changement de stratégie. C'est un nouveau patron qui dit. Une équipe dirigeante de manière générale. Enfin, tu sais, c'est des projets c'est des grands projets qui sont stratégiques pour des groupes. Beaucoup d'argent. Donc il y a des, mais qui rapportent aussi beaucoup. Donc on a des retours sur investissement. Bien sûr, très intéressant. Et Massif continue et avec nous. Avec ton IMOCA. On travaille avec Massif sur l'IMOCA. Donc l'histoire elle continue. Et par contre là il y a eu une bascule sur le trimaran. Et en effet, il a fallu aller retrouver des nouveaux sponsors. Et c'est pas simple. Et alors, la chance que j'avais... Ça a été plus simple que 2006. C'est plus facile d'ouvrir des portes. D'accord. Par contre, j'ouvrais des portes aussi avec un projet qui était plus important. Et donc là, on est sur des budgets qui sont conséquents. Donc, on parle assez rapidement à des conseils d'administration, à des comités de direction, à des dirigeants. Et ça, c'est pas simple. Et c'est marrant, mais je pense qu'il y a un sujet qui est vraiment pas simple aujourd'hui dans ce type de niveau d'engagement et niveau financier, c'est que tu te retrouves assez souvent à devoir convaincre, parce que c'est des projets à plusieurs millions d'euros, c'est rare que tu doives convaincre une personne. Souvent tu dois convaincre un conseil d'administration, un comité de direction. Et c'est rare, des fois tu as la majorité, mais grosso c'est rare d'avoir l'unanimité, tu vois. C'est parce qu'il y a beaucoup de risques dans des projets comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Didier Tabary, donc le fondateur du groupe Crest, qui est lui vraiment c'est un dirigeant, un entrepreneur qui a une vision long terme et qui avait la possibilité de prendre ce genre de décision seul. Et c'est beaucoup plus facile. Alors là, tu dis quelques millions. Soyons clairs, quand tu es sur des projets des ultimes ou des ultimas, on est sur des sommes qui sont plus proches de dizaines de millions d'euros que de millions d'euros. Donc c'est des sommes très très importantes dont on parle ici, mais comme tu le dis, avec beaucoup de visibilité, puisque c'est très relayé par les médias. C'est comme le Tour de France. Souvent, les sponsors retrouvent quelque chose d'intéressant et c'est pour ça qu'ils investissent. C'est des budgets d'exploitation, en l'occurrence, qui sont quand même de quelques millions d'euros. Je ne vais pas donner de chiffres. Mais on aime les chiffres, tu sais, François. Tu vas me dire. La construction d'un bateau. Ne me dis pas que c'est 2 millions pour reconstruire un. C'est des D'accord, on parle de 15 millions, 20 millions, 25 millions pour construire ces bateaux-là. C'est des bateaux qui s'amortissent sur plusieurs années. Évidemment. Et par contre, je pense que c'est important justement sur le retour
sur investissement. Là, je fais un peu la promo de la course au large. Hein. Bien sûr. Ça fait partie de mon job, mais on a des retours qui sont super importants. Et par exemple, sur ces 10 années que j'ai pu passer avec la Massif, le retour sur investissement, donc, est calculé en équivalent d'achat d'espace. Milliards, bien sûr. Des sociétés, et ça, c'est 160 millions d'euros. Un point essentiel dans ta vie de marin, c'est que tu annonces quelque chose récemment, parce que tu mets en pause ta carrière de navigateur. Décision que tu avais en tête depuis 2 ans, depuis 6 mois. J'aimerais bien mettre une pause, parce qu'on est au podcast pause. La pause, elle est assez relative, parce que je continue à faire de la course au large en équipage. En équipage. Et en double. Par exemple, cette année, là en 2023, donc je vais faire la course du Fastnet au mois de juillet, on va faire la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. En revanche, en effet, je ne vais pas faire le tour du monde en solitaire en début d'année prochaine. Donc voilà, c'est juste dans le programme avec le trimaran et les Artigues, je vais pas faire ce tour du monde en solitaire. Par contre, je vais faire les courses en double, les courses en équipage. On va faire un trophée Jules Verne, donc un tour du monde en équipage. En équipage. Ça y est, il est là. On l'a. Ouais, c'est ça qui est quand même quelque chose qui me fait vraiment en équipage, quoi. Tu l'as jamais fait celui-là. Tu l'as jamais fait. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attire, qui m'assure. Donc voilà, je vais continuer à beaucoup naviguer. En revanche, par contre, je suis content de passer la main à un jeune marin qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Tom Laperche, avec qui je vais faire la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Parce que je suis content de vraiment de passer la main dans le sens de transmettre, d'accompagner aussi un marin et un projet différemment, c'est-à-dire en étant aussi pendant la course à terre, dans les semaines et mois qui vont passer, alors pas mal sur l'eau, parce qu'on sera en Jacques Vabre, on va faire une traversée atlantique quelques semaines avant ce tour du monde, donc je vais être beaucoup sur l'eau avec lui, et voilà, c'est un exercice qui m'intéressait, parce que peut-être aussi quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'être accompagné par mentor. Un marin extraordinaire, Michel Desjoyaux. J'ai navigué avec Christophe Pavant, avec plein de marins qui m'ont fait confiance, qui m'ont appris, qui m'ont poussé. Et je suis content de transmettre à Tom. Après une pause amicale, on va faire une pause familiale. Tu vas voir qui te pose une question. Tu aimerais parfois troquer tes talents de navigateur pour ceux de musicien, alors voici ma question. Si j'étais le génie d'Aladin et que je te propose demain soir de te produire à l'Olympia, avec quel artiste aimerais-tu jouer? Quel titre choisirais-tu? Et quel serait ton instrument de musique? Alors, ceux qui ne le savent pas, pour pas bien connaître François, c'est un amoureux de la musique. Il aurait espéré potentiellement être un rocker ou un chanteur. Et c'est une question de Virginie Valentini, qui est ton épouse, qui est journaliste, et qui te pose cette question-là. Alors, à l'Olympia. Elle est bien celle-là, hein? Elle est bien ou pas? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors, non, mais je l'ai souvent dit parce que j'ai beaucoup je suis assez fan de Ben Mazué et j'en ai souvent parlé, donc sans trop de surprise. Donc on est sur Ben Mazué qui était ici, et que pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Ben, écoutez-le, un artiste absolument génial. Quel titre de Ben? Je sais pas, mais alors tu as du coup justement vu que c'est ma femme qui pose la question, genre, parce que alors du coup il y a une chanson que j'aime beaucoup pas de Ben. Ah d'accord. Mais du coup avec de la guitare, pas de Ben, mais il y a une chanson que j'aime beaucoup de. Alors, je sais pas si je prononce bien, Aussi Elliott. C'est un groupe canadien, je crois, avec un petit duo que je trouvais très bien. Je trouvais fabuleux avec ma femme si on pouvait changer les chansons ensemble. Ok. On n'est pas vraiment capable pour le moment. Il n'y a plus qu'à travailler. Une pause musicale maintenant. Quelle est ta chanson culte? Et on va l'écouter. Aussi Elliott, I Got You Honey. Your light is on me. I can say I have no parts. Have no lines, but I have you, and you have me, honey. Merci François d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.